Faire ses propres montres entièrement à la main aujourd'hui en 2026, est-ce toujours possible ? Aujourd'hui, je vous emmène au cœur des ateliers de Nicolas Delaloy. L'idée, c'est pas de tout vous expliquer, c'est de vous partager une passion, une expérience, un parcours. Mais surtout, j'ai envie de mettre en lumière un savoir-faire rare. Que vous soyez passionné de micromécanique ou simplement curieux d'horlogerie, j'ai envie de vous faire ressentir cette admiration que l'on éprouve face à l'artisan horloger. Nicolas Delaloy a plus de 35 ans d'expérience. Formé à l'école de Genève, il a travaillé pour les maisons les plus prestigieuses à des postes où l'approximation n'a pas sa place. Régleur chez Patek Philippe, puis restaurateur au musée en passant par Journe, avec émotion, il nous raconte. Alors Nicolas Delaloy, horloger genevois depuis maintenant pas mal d'années. J'ai sorti de l'école d'horlogerie en 1991. J'ai fait horloger habilleur, rentré chez Patek Philippe pour 2 ans de réglage, échappement. Après j'ai passé au chronographe. Puis après j'ai eu l'occasion de traverser d'autres entreprises qui démarraient leur activité comme Journe ou Roger Dubuis ou De Witt. Ça m'a donné l'envie de me mettre à mon compte. En 2001, j'ai créé ma société, Garde de Temps SA. Puis j'ai travaillé pour d'autres dans des grandes complications, répète, chrono rattrapant de tourbillon. Et puis 2004, je me suis dit mais je vais quand même faire ma montre, donc j'ai fait ma montre. C'est parti comme ça, j'ai présenté première pièce en 2005 à la HCI, j'ai été candidat, puis membre, et puis j'ai présenté ma collection Le Garde-Temps, ma toute première collection en 2005 jusqu'en 2009. Puis après, voilà, les années ont passé comme ça, 16 ans d'indépendance, de 2000 à 2016. Puis 2016, j'ai eu l'opportunité de pouvoir postuler et être pris au musée Patek Philippe comme horloger restaurateur. Ça c'est quelque chose que j'avais jamais fait, donc c'est super intéressant. Pendant 8 ans, l'appel de l'indépendance me revenait de façon assez régulière. Donc 2016, j'ai démissionné après 8 ans et puis là j'ai créé une entreprise, Delaloy Création Genève SARL. J'ai redéveloppé le mouvement que j'avais créé en 2004. Puis j'ai sorti une toute nouvelle collection en 2024. Donc avril 2024, j'ai repris mon indépendance. Naturellement, j'ai eu envie de visiter l'atelier et de comprendre à quoi servaient toutes ces machines. L'idée ici, c'est pas de vous montrer un savoir-faire, mais c'est de vous le raconter à travers cet échange. Les côtes de Genève ne sont pas juste une décoration. Lorsqu'un horloger ouvre une montre et tombe sur ce type de terminaison, de finition, il peut déjà se faire une idée du niveau de qualité et du niveau de soin apporté au mouvement. Il existe autant de techniques que de côtes de Genève. Nicolas nous raconte comment il fait les siennes. C'est chaud parce que moi c'était mes premières et je me suis beaucoup entraîné avant pour que lorsque je sois sur mon mouvement ce soit pas facile mais qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Et oui, au moins il y a le process. Parce que voilà, ça c'est la machine qui me permet de faire les côtes sur mon propre mouvement. J'ai un posage avec une platine là qui est pré-réglée et lorsque mes ponts sont en place, un après l'autre, je viens avec des meules comme ça en buis. Donc voilà, je suis parti de ça pour découper et réaliser au tour 70 des meules en buis de différents diamètres et j'ai fait différents essais et puis c'est ce qui me permet après, une fois en place, de réaliser mes côtes de Genève. On démarre la machine, on fait évidemment d'abord tous les réglages. La côte de Genève c'est vraiment un travail de réglage, donc on règle différents axes, 2 axes différents, la vitesse de rotation. On travaille sur différentes pattes, 15 microns, des pattes 30 microns. Moi, j'en ai acheté 2-3 différentes. Et puis après, on peut réaliser les côtes de Genève en passant les unes après les autres. Donc, on règle la largeur que l'on veut. Et une fois que on va abaisser légèrement, si le pont est en place, moi je la passe comme ça, je soulève. On peut repasser 2 fois pour avoir vraiment le bon résultat. Et après, je vais décaler de 5 crans, ça c'est moi qui l'ai réglé pour la bonne largeur de côte, et je repasse, ainsi de suite. Dans cet atelier, certaines machines peuvent surprendre, comme une perceuse. Grâce à cette perceuse, il peut faire ce qu'on appelle le perlage. Au lieu d'avoir une mèche, comme on a l'habitude, on a un feutre. Le motif circulaire nous permet de gommer les traces d'usinage, parce que franchement, c'est pas sublime. Ça nous permet d'uniformiser les surfaces métalliques, et aussi, si on avait une surface totalement lisse, les huiles et les poussières, elles se disperseraient à travers le mouvement. Mais aussi, si on avait des rayures, voire des micro-rayures, ces poussières, justement, elles iraient se mettre dedans. Avec le perlage, on crée déjà des sortes de rayures, comme ça
c'est réglé. Ça, c'est une perceuse, double perceuse à colonne. Je m'en sers pour deux choses. Forcément pour percer un certain nombre de trous. On peut mettre vraiment toutes les mèches. Ça va de 1,5 à 0,20. Là, j'ai percé du 0,20 pour mes fameux pitons. Et puis, elle me sert aussi pour faire le perlage. Je me suis fait des petits posages en laiton de différents diamètres. Je viens mettre le posage en place. J'utilise différents grains de perlage et de différents diamètres pour réaliser le perlage de toute ma platine dessus-dessous. Une fois que ma platine est en place et que ça tourne, je viens décaler ma platine, mon posage au bord de la platine. Je fais un premier, hop, clac. Parce que là, j'ai un crantage qui me permet d'être régulier. Donc, je suis centré par rapport à mon posage et puis je peux faire mon perlage. Ainsi de suite, comme ça. Et une fois que j'ai fait un diamètre complet, je viens la décaler pour qu'elle chevauche la moitié de la première rangée et je continue le perlage. Et suivant les zones, j'utilise différents diamètres de perlage. Donc les zones importantes, ce sera un diamètre un peu plus important, comme celui-là peut-être. 2,5 de diamètre. Et puis les creusures sous le balancier ou sous les rouages qui sont un petit peu plus petits, j'utilise un perlage en rapport. Dans notre monde actuel, on parle beaucoup d'impression 3D, d'imprimante 3D. En horlogerie, on parle encore de tours. Et dans vos montres, vous faites vos pitons et porte-pitons à la main. Voilà, je fais tellement peu de pièces que sur 24 modèles, j'ai pas mis en fabrication certains composants, certains d'autres oui, mais typiquement le porte-piton et le piton, c'est quelque chose que je réalise entièrement. J'ai un plan, c'est un plan d'une pièce assez simple, on va dire, sur le principe, de diamètre, une longueur totale, un décrochement et un trou au centre. La seule difficulté, c'est le trou au centre qui fait 0,20, je crois, un cheveu c'est combien, 15 centièmes? Ouais, donc une mèche de 20, c'est vraiment petit. Et donc, vous partez de quoi pour faire un piton et un porte-piton? Ça pour le piton, donc je pars d'une barre laiton. Je pars de 0 en fait. Oui. Et puis pour le porte-piton, la même chose, je pars d'une plaque en acier. Pour exemple, c'est une tige de laiton. Je dois la diminuer de 5 centièmes sur son diamètre. Je viens la positionner en la serrant dans une pince. On peut bouger dans ce sens-là, sur la longueur et sur le diamètre, en profondeur. Je l'enclenche. Et puis évidemment, on a bien sûr réglé la hauteur. On s'assure toujours qu'il tient fort. On s'assure que le chariot est bien fixé. Et un peu comme le burin fixe, on peut travailler presque au bruit. C'est-à-dire que là, je vais venir frôler. J'ai même un peu trop frôlé. On vient en contact avec la pièce que l'on doit retoucher. Et une fois qu'on a touché, on va venir le mettre à 0 ici. Donc ça va me permettre d'avoir un point de comparaison. C'est ça, dresser la face? Ouais. Dresser la face, ça veut dire la rendre parfaitement droite. Ah, donc non, ouais. Ça c'est juste la mise à 0. Ça c'est juste la mise à 0 pour après savoir de combien on va retoucher la pièce. Ok. On s'est posé à l'établi, à la base pour contempler, mais on est reparti dans 3 savoir-faire. Mais cette fois-ci, sans machine, juste avec un outil, des mains, mais surtout beaucoup d'expérience. Il y a des petits détails comme ça qu'on voit pas au premier abord, mais quand on a un beau mouvement, on a des petits angles autour de l'emplacement des vis. On appelle ça les moulures. Ça, ouais, il est à côté de moi, parce que j'utilise tout le temps. Donc ça, c'est un outil pour faire les moulures. Donc, premier diamètre en acier, un outil de coupe. Donc, je vais prendre le pont et je vais faire la moulure en enlevant la matière. C'est un exemple, hein, je ne vais pas trop loin. Une fois que la partie coupe est faite, je prends exactement le même à l'opposé, l'outil est du même diamètre, mais en rubis. Et puis je vais venir écrouir la matière. Et là du coup ça enlève plus de matière? Non, ça écrouille, ouais. Okay. Ça polit. Et moi, la toute dernière étape, une fois que c'est quasi terminé, je prends ces petites chevilles, là j'en ai tourné une exprès du bon diamètre. Je prends une cheville comme ça, je vais l'affûter avec une lime. Tac, j'y mets un tout petit peu de pâte de diamant. Et là, je vais venir sur mon pont polir un tout petit coup la moulure que je viens de réaliser. Tac. Toujours dans cette idée de terminaison, quand un pont sort de la CN, c'est vraiment très brut, c'est vraiment très droit, c'est vraiment très carré.
Nicolas, il vient créer des angles pour rendre les ponts plus légers, plus harmonieux, plus doux. Je choisis la bonne lime en fonction de ce que je veux réaliser. Si c'est une courbe, si c'est un angle droit, s'il y a un angle rentrant, etc. Donc j'utilise toutes ces limes. Certaines, je les ai même meulées d'un côté pour qu'il y ait un vrai tranchant par rapport à la partie qui va être abrasive. Je vais venir mettre mon pont en place, le visser, et ça va me permettre de le tenir, évidemment tout à la loupe, avec ma lime, de pouvoir venir faire l'anglage complet de mon pont. Et une fois que l'anglage est terminé, je passe au cabronnage. J'ai différents cabrons de différents grains, je cabronne. Et après, je viens finir au polissage. Donc, j'utilise des chevilles comme ça, de bois, que je vais affûter, plates. J'y mets un tout petit peu de pâte diamant. Je vais venir frotter mon angle. Mais on part de quoi pour fabriquer une aiguille? À partir d'une plaque de métal, Nicolas va nous montrer comment est-ce qu'il crée une aiguille et comment il la décore à la flamme. Je donne un petit coup de cabronnage pour l'exemple. Oui, parce que si c'est pas parfaitement plat, quand vous bleuissez, il y a des reflets moches après. Non? Ouais, et puis pour qu'un bleuis soit bien réussi, je me suis rendu compte, mais je savais, mais pas à ce point-là, c'est qu'elle doit être hyper propre. J'espère qu'il viendra, il y a un prix Nobel sur l'astrophysique, avec qui je travaille pour la collection astérienne. Mais je suis allé le voir, je lui ai offert un cadeau. Petite parenthèse, je suis allé le voir il y a un mois. Tous les 3-4 mois, je lui montre l'avancée un peu du projet astérien. Et je lui ai amené un cadeau, parce qu'il a découvert ça, c'était joli, hein, quand j'ai trempé. Donc l'aiguille, admettons que mon aiguille, la forme est ok, donc est terminée. Donc là de nouveau un travail de limage, de cabronnage, etc. De polissage. Une fois qu'elle est polie et parfaitement terminée, je vais faire une mise en couleur avec ma pelle à revenir là. Donc c'est de la limaille. Je dépose mon aiguille dessus. Plus on va chauffer lentement, mieux le résultat sera probant. Apparaître toutes les couleurs. Donc voilà, là on commence à avoir quelque chose d'un peu jaune. On voit que c'est pas uniforme parce que je suis allé trop vite. Voilà, là on est sur du jaune paille. On tire légèrement sur le violet. Si je veux une aiguille violette. Et là on arrive gentiment sur le bleu. Donc si je décide que c'est la couleur que je veux, je la retire. Le bleu est fait. La dernière étape, je vais faire un polybloqué du canon. Moi, j'aime bien que le canon, traditionnellement, il doit être polybloqué. Voir aussi l'anglage du canon. On peut le reprendre après. Donc, je vais venir frotter sur mon zin où j'ai déposé de la pâte diamant. Alors ça, chacun a sa technique. Moi, j'aime bien que ce soit très noir et j'appuie très fort, tout en faisant très attention de ne pas casser, déraper ou casser l'aiguille. Et évidemment que l'aiguille en elle-même ne touche nulle part, parce que sinon, le bleu, il va partir tout de suite. Je peux nettoyer mon aiguille. Le bleu ne partira pas. Et là, j'ai mon aiguille, théoriquement, qui est terminée. J'ai fait le polybloqué du dessus de canon et j'ai mon aiguille qui est bleue. Quelques jours plus tard, j'ai retrouvé Nicolas dans un autre atelier, celui de Juan Shaw. C'est un graveur qui a bossé pour les plus grandes maisons de cette industrie comme Patek. J'ai eu la chance de voir ses projets et j'avoue que je suis restée sans voix. Étant passionné par l'astronomie, Nicolas a quand même fait sa montre perso. Je pense que c'est important quand on crée des montres de se faire sa propre montre et il a donc décidé de faire graver à la main une petite Saturne. Le pont il part à la gravure chez Juan et puis là on fait une gravure complète manuelle, donc du nom et du logo. Je pourrais pas vous expliquer la gravure comme je vous ai expliqué l'horlogerie, mais de ce que j'ai vu, Juan, il a commencé par faire plein de mesures. En tout cas, il parlait pas beaucoup, il était très concentré. Il a commencé par dessiner Saturne. Et puis, une fois que le résultat était bon, que ça plaisait autant à Juan qu'à Nicolas, il a pris ses burins. Et puis, il a commencé à retirer un petit peu plus de matière, petit à petit. Je vais vous montrer le résultat, c'est impressionnant. Et dans la vraie vie, ça l'était encore plus. Mais Nicolas a toujours de nouveaux projets, entre Asteria où il compte faire passer une étoile filante à travers le cadran et Diablotine, son parcours est loin d'être terminé. Alors déjà merci pour tout ça. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on voit pour la suite ? Alors, la suite, là je continue évidemment la série Renaissance, donc à monter et réaliser quelques mouvements pour 2026. La prochaine étape, il y en a deux en fait, il y en a trois. La prochaine étape, c'est que ce mouvement, je vais le décliner plus en heures, minutes, secondes à 6 heures, mais ça va être un mouvement redessiné, le ND02, heure, minute, seconde au centre, seconde sautante, seconde morte au centre, avec équation de temps. Ça, c'est la prochaine étape. L'étape encore plus importante qui va arriver, l'objectif, c'est avril 2028,
ça va être la collection Asteria qui, elle, va être dédiée aux grands astronomes et ça va être un mouvement entièrement revu. Le ND03 qui, lui, alors apportera une complication un peu poétique, ça sera une étoile filante qui va passer toutes les 15 minutes de façon furtive, pas traînante, mais furtive, entre 11h et 13h, la plage d'ouverture, et elle va passer toutes les 15 minutes. Il y a cadran émail, on va travailler avec les métiers d'art, gravure main, etc. Et elle fera sonnerie au passage. Elle va sonner le nombre de coups des heures indiquées. Donc voilà, à 3h, on aura un double marteau qui va taper 2 timbres pour donner 2 sons différents. Donc Asteria, c'est avril 2028. Un projet en parallèle qui me tient beaucoup à cœur, travailler sur une série avec Laura Chaplin dédiée à son grand-père, Charlie Chaplin. Donc on va faire une série de pièces uniques en rapport à son grand-père et au film, au grand film de Chaplin. Ça, c'est les projets pour 2028, 2029 et 2027 évidemment. Splendide. Ouais, je me réjouis. On a bien hâte de voir Asteria en tout cas. Ouais, je me réjouis, il y a encore un long chemin, mais il est bien entamé. J'ai pris tellement de plaisir à tourner cette vidéo, j'espère que vous en avez pris autant à la regarder. Je reste disponible en commentaire si vous avez des questions. En tout cas, je vous recommande vivement d'aller visiter le Instagram et directement le site internet de Nicolas pour voir tout ce qu'il a pu faire depuis le début, son histoire, ses expériences et surtout sa patte. C'était l'épisode 2 sur 12 de la série 24 heures avec un indépendant. On va rentrer de plus en plus dans les savoir-faire et de plus en plus proche des horlogers. En tout cas, au plaisir. On se retrouve sur Insta. C'est beau aussi. Ben, en fait, c'est ce qu'il arrête pas de me dire, Juancho, le graveur. Il me dit, mais Nico, ce qu'ils aiment, tes collectionneurs, c'est justement qu'ils voient que ton aiguille, c'est toi qui l'as faite. Même une aiguille parfaite, c'est moins sympa qu'une aiguille qui a été réalisée à la main, et puis que le bleu, il est peut-être pas nickel partout. Et c'est ce qu'ils apprécient aussi. C'est ça, puis c'est ce qui rend les pièces uniques aussi. C'est ça, ouais. Les rubis, ils sont en quoi? Alors voilà, ça c'est une pièce spéciale, c'est que mon tout premier client d'il y a 20 ans, 25 ans, un japonais, Kinya Mishima, il m'a acheté 3 pièces comme ça. Et il m'a demandé s'il pouvait avoir des pierres bleues. Génial. Sans moyenne de seconde. J'ai trouvé des pierres bleues du bon diamètre. Donc en l'occurrence, ça c'est vraiment une pièce unique parce qu'elle a les pierres bleues et normalement c'est des rubis. Ok. Mais pour lui, je lui ai fait ça sur une pièce, pardon.